Bienvenue à ce téléjournal dont voici les grandes lignes. La situation d'Ebola à l'Équateur au centre d'une séance de travail à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé a dressé l'état de lieu de cette maladie devant le bureau de l'Assemblée nationale et aux députés nationaux de l'Équateur. Et vous allez découvrir dans ce journal où se situe la prison centrale de Kasombo, où le prophète Simon Kimbangu y a passé près de 30 ans de détention. Enfin, l'intersyndicat du secteur public exige la suppression de tenues de leurs comptes bancaires de perte, de boycotter la rentrée scolaire 2014-2015. C'est la résultante de l'Assemblée générale tenue ce vendredi à la place Golgotha. Bonsoir à toutes et à tous. 53 cas enregistrés de la fièvre hémorragique d'Ebola à Djera-Bouindé, dont 7 cas confirmés et 31 décès. C'est le bilan que le ministre de la Santé publique a présenté au bureau de l'Assemblée nationale élargie au président des groupes parlementaires et les députés nationaux de l'Équateur. Les deux partis se sont convenus de conjuguer les efforts en vue de parvenir à l'éradication de cette maladie mortelle. Martin Kaimbe et Chims Kapangala. Du ministère de la Santé. Honorable Président, le bureau de la Chambre basse du Parlement a réuni les ministres de la Santé publique, les présidents des groupes parlementaires et les députés nationaux de la province de l'Équateur. Félix Kabange-Numbi, ministre de la Santé publique, a fourni aux élus du peuple les bilans actualisés de la maladie sur terrain à Bouindé. À ce jour, 53 cas sont enregistrés de fièvre hémorragique, dont 13 confirmés, 19 probables et 21 suspects et 31 décès. Le gouvernement doit avoir toujours cette culture de rendre compte aux élus. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons échangé avec le président de l'Assemblée nationale et il était important que nous puissions communiquer aux honorables députés. C'est eux qui sont les élus du peuple et c'est eux qui peuvent aux côtés du gouvernement, sensibiliser la population pour que nous puissions arrêter cette chaîne de transmission. Et pour qu'ils communiquent, les honorables députés devaient avoir la vraie information, l'information à la base sur d'abord la situation exacte sur terrain, les plans de contingence, la réaction du gouvernement, les moyens qui sont mis en œuvre par le gouvernement, ainsi que les autres interventions, notamment de la communauté internationale. Robert Minakou a réaffirmé la volonté de la Chambre basse du Parlement à s'impliquer pour une solution durable à la maladie d'Ebola. Puisque le député doit aussi manifester une solidarité avec la base, notamment en pareille circonstance, nous allons être en contact étroit avec vous, Monsieur le ministre, pour que pendant que les délégués du gouvernement descendent, que ceux de l'Assemblée aussi puissent en parallèle et de façon autonome descendre sur le terrain, et pas dans la même délégation. Je voudrais aussi féliciter le ministre pour son courage, son sens de communication. En tout cas, dans ce dossier, nous avons quand même, la République a quand même communiqué assez correctement. Et cela, grâce au ministre, je voudrais ici, solennellement, je voudrais ouvertement en féliciter. Les élus du peuple se sont engagés pour la sensibilisation de la population touchée en particulier et les peuples congolais en général. Et justement, à propos de cette épidémie, le gouvernement a disponibilisé une enveloppe de 500 000 $ américains pour lutter contre l'épidémie d'Ebola qui sévit à Djera, dans la province de l'Équateur. Il en a été question au cours de la réunion de crise présidée par le Premier ministre. Matata Pogno a eu des entretiens avec une délégation d'Ecobank et l'artiste musicien Patrice Ngoy Moussoko. Bibiche Mouzeke Matete. 500 000 $ américains ont été débloqués par le gouvernement congolais pour contenir et lutter contre l'épidémie d'Ebola en dehors de l'adhésion manifestée par les partenaires. C'est ce qui ressort de la réunion de crise présidée à l'hôtel du gouvernement par le Premier ministre Matata Pogno, réunion à laquelle ont pris part le ministre de la Santé et le directeur général de l'INRB. Ensuite, le chef du gouvernement a échangé avec une délégation d'Ecobank. Cette banque qui opère en République démocratique du Congo voudrait construire un immeuble imposant à la dimension de la RDC et étendre ses services en province afin de soutenir le processus de bancarisation. Ecobank a exprimé une requête qui consiste à obtenir des facilités fiscales pour notamment les exonérations pour faciliter son programme d'investissement. Et nous avons estimé qu'il est bon de généraliser
ces facilités à tous les systèmes bancaires. Et à ce sujet, il a été rappelé la présence au niveau du Parlement de certains projets de loi, notamment celui relatif à la défiscalisation sur les provisions pour créances douteuses et le texte également relatif à l'accord aux banques des avantages liés au code des investissements, surtout pour les banques qui expriment le souhait de s'installer en territoire à accès difficile en province. Autre personnalité reçue à l'hôtel du gouvernement, l'artiste musicien chrétien Patrice Ngoï Moussoko. Ce dernier a exposé au Premier ministre les activités de sa fondation qui prend en charge les indigents et les orphelins. Patrice Ngoï Moussoko a reçu les encouragements du Premier ministre qui lui a aussi rappelé le rôle des serviteurs de Dieu. Tout à fait autre chose. La République démocratique du Congo continue de multiplier les efforts pour éradiquer les violences sexuelles. Un projet de plan d'action des FARDC pour la lutte contre ces phénomènes est en discussion au centre Nganda. Objectif, voter une loi pour une application effective. On en parle avec Patrick Issobongese et Ben Mondo. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 11 641 cas en 2011, 18 795 en 2012 et 25 612 en 2013. Il faut mettre fin aux violences sexuelles en RDC. Si hier l'homme en uniforme était plus cité dans cette pratique, aujourd'hui son activité y est minimisée. 8,5% contre 13 en 2011, a dit la ministre du Genre, Geneviève Inagossi. Pour sa collègue de la justice, Wivine Mumba, cette situation doit cesser car elle n'est pas une culture congolaise. À la représentante personnelle du chef de l'État congolais en cette matière, Janine Mabunda, de démontrer les efforts fournis par la RDC dans cette lutte. Pour elle, il n'est plus question de se plaindre, mais plutôt d'agir comme il est le cas présentement. Une autre intervention dans cet atelier, c'est celle de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des luttes contre les violences sexuelles, Zaina Bangoura. Pour elle, la RDC a pris la chose à bras-le-corps. Elle est aujourd'hui la seule nation qui a mis en place une politique de lutte contre ces phénomènes. S'en est suivi l'intervention du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Alexandre Lubantambo. Pour lui, ce projet s'articule autour de 4 points majeurs. La prévention, à travers la responsabilisation des commandants unités, la formation et la sensibilisation des hommes de tour, le mécanisme de vetting et d'autres. Le deuxième volet, c'est la répression, à travers les sanctions disciplinaires et les poursuites judiciaires, sans perdre de vue les aspects liés à la protection des victimes et des témoins. Le troisième volet, la communication. Et enfin, le suivi et l'évaluation. À lui de souligner la tâche qui est immense dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo avec des conflits à répétition. Mais une chose est sûre, c'est que les séminaristes doivent présenter un document qui doit être exploité aussitôt. Direction province du Katanga, 5 morts et une vingtaine de blessés. C'est le bilan de 5 accidents de circulation qui se produit cette semaine sur la route Kasumbalesa-Lubumbashi. Cette recrudescence de cas d'accident est due entre autres à l'excès de vitesse et à l'ignorance du code de la route par les conducteurs. On en parle avec Jean-Claude Mukenga, notre correspondant. Recrudescence des cas d'accident le long de la route Kasumbalesa-Lubumbashi. Selon les observateurs perspicaces de la cité de Kasumbalesa, depuis le début de la semaine en cours, déjà 5 accidents sont enregistrés sur cet axe. Ils relèvent le cas de 3 personnes mortes, 5 blessés et 2 véhicules endommagés. Pour eux, ce bilan est du dernier accident en date survenu hier à la plaque Musée sur la route Kasumbalesa-Lubumbashi. D'après les explications des témoins de l'accident, 2 minibus marque Ipsam, l'un en provenance de Lubumbashi et l'autre en partance vers Lubumbashi, sont entrés en collision. Ces mêmes sources ajoutent que les blessés sont internés au centre de référence de Kasumbalesa, d'autres à Lubumbashi pour les soins intensifs. La PCR Kasumbalesa parle de l'ivresse au volant, l'excès de vitesse et l'ignorance du code de la route cause de cette multiplicité d'accidents. Les analystes, quant à eux, indiquent que
Ces 5 cas d'accident de la semaine ont causé au total 5 morts et près de 20 blessés. Information confirmée par les majors de la PCR locale. Maguesha Jean-Paul appelle les conducteurs de véhicules sur l'axe Kasumbalesa-Lubumbashi à la maîtrise des normes de la route pour réduire les cas d'accident de circulation. Kasumbalesa, Jean-Claude Mukenga Kalombo, RTGA. Et puis ici à Kinshasa, des dégâts matériels importants. C'est le bilan d'un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi au marché Epolo dans la commune de Barumbu. Bien que l'origine de l'incendie est méconnue, la population pense que cela est dû à un court-circuit électrique. Vicky Moukeba et Francis Yamundele. Ici, c'est le marché Epolo, communément appelé marché Kabombaré, dans la commune de Barumbu. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant ainsi des dégâts matériels importants. Jusqu'aux petites heures du matin, on peut constater la fumée qui s'échappait encore des décombres. Selon certains témoins, le feu est parti d'une boutique de vente de cheveux synthétiques et a entraîné des hangars voisins jusqu'à atteindre les étalages de ce marché. On a Wendaka Bamba vers 22h. Moto bandi na boutique moko awa ya ba mesh. L'air ba ye pona ko buka ndaku. L'air ba forcer ba buki ndaku ale mupepe koti na kati. L'air mupepe koti moto e s'enflammer makasi donc moyen kuto ezate bandi ko zwa bandaku bandako bandi ko pela donc moto makasi. Oui, dans l'ensemble, il y a 18 hangars emportés avec des dégâts matériels énormes. Leurs biens qui sont à l'intérieur sont tous emportés, de l'argent aussi. C'est au nombre de 18. Et puis les hangars, c'est 6 hangars en raison de 12 étalages par pavillon. Pardon, c'est 6 pavillons en raison de 12 étalages par pavillon. S'il faut faire la sommation, ça va nous donner au moins 70 étalages endommagés. Comme le malheur ne vient jamais seul, dans les désarrois, les propriétaires de ces différentes boutiques n'ont pas pu sauver leurs marchandises. Les jeunes gens du quartier en ont profité pour voler quelques biens sauvés de justesse. Les tenanciers des boutiques et vendeurs de ce marché sollicitent l'implication des autorités compétentes pour qu'elles leur viennent en aide. Justement, dans le cadre de son objet social, la Société nationale d'assurance a remis dans leurs droits plusieurs victimes d'accidents. L'opération Jeu du sinistre de ce 28 août a eu lieu une fois de plus dans la commune de Limete. Bibiche Mouzeke et Chims Kapangala pour les reportages. Ce 28 août, plusieurs dossiers ont été payés après le traitement par les agences de la SONAS. Ces dossiers concernaient entre autres l'assurance automobile, vie et incendie. Une opération hebdomadaire qui ne laisse pas indifférents les bénéficiaires. Je suis satisfait du paiement chaque semaine, je suis quand même programmé. Donc pour la SONAS, je crois qu'il y a l'avancement. Et puis je l'encourage d'aller de l'avant pour que la population puisse se retrouver à tout le monde. Victime d'un accident à Kisangani, une jeune fille a été transférée à Kinshasa sous les frais de la SONAS. C'est aux cliniques universitaires qu'elle a été soignée avant de regagner sa ville natale. Je remercie seulement l'effort que la SONAS avait fait pour mon enfant lorsqu'il avait eu cet accident. Parce que je n'avais aucun argent de lui prendre en charge. Alors, s'ils ont fait cet effort, je les remercie. Je donne seulement l'encouragement. Pour la SONAS, il s'agit de remplir son objet social. Pendant plus de 6 mois, l'enfant a été soigné et aujourd'hui, l'enfant est totalement rétabli. Quand vous voyez, nous sommes à l'aéroport, c'est pour son retour vers son village d'origine. C'est pour dire que l'assurance que nous sommes en train de faire, c'est une garantie, ce n'est pas une contrainte. Le rendez-vous est pris pour le jeudi prochain pour toute personne physique ou morale ayant connu un sinistre et dont le dossier a suivi toutes les étapes requises par la SONAS.
Passons maintenant à ce SOS des expulsés du Congo-Brazza. Les Congolais refoulés de Brazzaville, ressortissants de Kalemi au Katanga, lancent un cri d'alarme à l'endroit des organisations humanitaires et des autorités de leur province pour une assistance d'urgence. Acheminés depuis 2 semaines à Kalemi en provenance de Kinshasa, ces Congolais sont hébergés dans la salle de réunion du PPRD. Suivez cette correspondance des Mandela Longa. De Brazzaville à Kalemi, les compatriotes expulsés du Congo voisin n'ont pas que parcouru des milliers de kilomètres. Ils ont bravé toutes sortes de misères qui les a accompagnés jusqu'à leur destination finale. 29 Congolais refoulés du pays de l'autre rive du fleuve Congo ont été acheminés de Kinshasa à Kalemi via Lubumbashi il y a 2 semaines. Sans famille d'accueil, logement ni ressources financières, ils ont tous trouvé d'abri dans la salle de réunion du PPRD après avoir passé 3 nuits à la Belle Étoile devant le bureau d'une agence de voyage et environ 1 semaine dans les défectueux hôtels Kalemi. Certains d'entre eux ont quitté le pays il y a une 30aine d'années et aujourd'hui ils ont du mal à retrouver leur famille. Jeff a 55 ans. Il s'est rendu au Congo-Brazzaville dès l'âge de 24 ans. 31 ans après, tout ce qu'il avait laissé, comme sa parcelle située au quartier Kaïté, appartient à des tiers avec d'imposantes constructions dessus. À quelques jours de la rentrée de classe, ils ne connaissent pas encore le sort de leurs enfants. Ceux en âge scolarisable vont se contenter de rester devant ce bureau du PPRD pendant que les autres seront dans l'ambiance scolaire. Leur insertion sociale est une question à laquelle s'attellent les autorités locales. Une commission composée des agences humanitaires, le service des tutelles coiffé par le bureau du territoire de Kalemi est en constitution en vue de voler à la rescousse de ses compatriotes en détresse. Arrachés de tout, sauf de leur terre natale, ces Congolais de la RDC sont devenus étrangers chez eux, selon leurs propres mots. Sans casserole, assiette, ni pension alimentaire, ils ne dépendent que de quelques personnes généreuses. C'est d'ailleurs cette convivialité que témoigne la population locale qui leur permet encore de croire en leur intégration sociale. Ces Congolais de Kinshasa, immigrés au Congo-Brazzaville, mais expulsés de la manière telle que décrite, n'ont pas que des solutions miracles à trouver par eux-mêmes, si ce n'est que par l'implication du gouvernement. Mandela Longa-Ntutula, Kalemi pour la RTGA. Et passons maintenant à cette question. Où se trouve la prison centrale de Kasombo? Cette prison où le prophète Simon Kimbangu a passé 30 ans de détention se trouve à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga. La découverte de ces sites historiques avec David Filé-Douzolo. Nous sommes sur l'avenue Likasi à Lubumbashi dans la province du Katanga. À côté de l'hôpital Jason Sendwe se trouve l'ancienne prison centrale d'Elisabethville. C'est ici à la prison centrale de Kasombo que fut détenu le prophète congolais Simon Kimbangu. Malheureusement, bon nombre de Louchois et dans une échelle un peu plus élargie les Congolais ignorent l'existence de ces lieux historiques. Mais j'ai déjà entendu de ça, mais je ne m'intéresse pas de ça, mais je n'entends pas ça. Non, je n'ai jamais entendu ce nom-là. Et pourtant, l'accusé prophète y a passé 30 ans de privation de ses droits et libertés. Cette prison est subdivisée en 2 parties. Dans la première moitié, on y trouve l'ancien bureau du directeur de la prison, un bureau de ses collaborateurs et 3 cachots où étaient gardés les prisonniers. La seconde moitié, elle aussi, était subdivisée en 2, où étaient gardés d'un côté les femmes et de l'autre les condamnés à mort considérés comme les plus dangereux. Arrêté au Bas-Congo en Banzangungu, Simon Kimbangu sera acheminé à Lubumbashi dans cette prison. Durant 30 ans de détention, l'envoyé de Dieu était soumis à une cure matinale très amère de 120 chicottes associées à un bain particulier dans les puits de torture à l'eau salée ou à l'acide sulfurique. Bien ligoté, on remplissait ces puits d'eau, on y mettait une quantité suffisante du sel. L'eau devenait extrêmement salée pour que lorsqu'on va les mettre, on va les plonger ici, qu'il ait vraiment des douleurs atroces. Et comme l'eau salée ne causait pas d'effet néfaste, c'est alors qu'ils ont changé de stratégie. À la place de l'eau salée, il fallait y mettre maintenant l'acide sulfurique pour que Simon Kimbangu puisse se dissoudre complètement et ne pas laisser de traces. La prison centrale de Kasombo est devenue à ce jour un lieu sacro-saint pour les croyants kimbanguistes. Avec tes yeux de pitié, Seigneur,
Regarde ma souffrance et celle de ma maison. Au bout de 30 ans, le vieux prisonnier de la RDC d'Afrique va contracter la dysenterie dans la prison. Il sera conduit à l'hôpital Jason Sendoué où il rendra l'âme le 4 octobre 1951. Enterré au cimetière de Sapin à Lubumbashi, il sera ensuite exhumé et transféré en Kamba, son village natal, à côté de ses pères, où il repose jusqu'à ses jours. Et à quelques jours de la rentrée scolaire, l'intersyndicale du secteur public exige la suppression des tenues de leurs comptes et la restitution des frais bancaires retenus les 2 derniers mois. Ils l'ont dit au cours d'une assemblée générale tenue ce vendredi à la place Golgotha avant d'être dispersés par la police. José Olitomake. Nous avons déposé, non seulement que nous avons déposé les cahiers de charges auprès de son Excellence Monsieur le Premier ministre, nous avons déposé également le préavis des grèves et enfin un ultimatum. Et nous avons entrepris des démarches auprès de certaines autorités pour que l'Assemblée générale d'aujourd'hui se tienne dans la paix, parce qu'il s'agissait d'une Assemblée générale de communication, d'information. Mais nous sommes surpris que les méthodes des anciennes reviennent. On ne comprend pas. Est-ce qu'on veut négocier ou on veut tout simplement démontrer les biceps? Dès que nous allons assiéger toutes les écoles pour que la rentrée scolaire n'ait pas lieu, et avec l'espoir que le gouvernement va nous appeler au dialogue avant qu'il dépose le projet de budget au Parlement. Sinon, nous allons prendre d'autres dispositions parce que nous avions déjà informé, comme il se doit, toutes les autorités de la République. Nous avons fait la restitution aux fonctionnaires, leur informant que nous avions déposé un cahier de charges auprès de l'autorité en ce qui concerne la situation critique qui se vit au sein de la fonction publique. Il a été question de parler des questions liées à la situation sociale et pécuniaire. Nous avions eu à parler de la situation des retraités, des révoqués, des cas de personnes qui sont bloquées inutilement. Et puis les préparatifs de la rentrée scolaire concernent également l'enseignement spécialisé. C'est le cas de l'Institut national pour aveugles qui se consacre à l'éducation des élèves non-voyants. Malgré sa vocation d'intégration, cette institution est en proie à beaucoup de difficultés. Créé le 1er novembre 1969 par les Frères de la Charité, l'Institut national pour aveugles, première institution de la ville de Kinshasa spécialisée en enseignement des personnes non-voyantes, vise la promotion des personnes avec handicap. L'enseignement à l'INAV, c'est un enseignement qui est spécialisé, caractérisé aux aveugles. Notre objectif, c'est de faire ces gens-là utiles à la société. L'INAV, qui lutte pour l'intégration des personnes non-voyantes dans la société, dispense un enseignement spécialisé. Un enfant qui vient de la cité, quand il arrive ici, notre première chose, c'est de pouvoir d'abord l'identifier et connaître comment est-il devenu aveugle. Il peut apprendre, la première chose, c'est la réadaptation. Il apprend d'abord la lecture et l'écriture braille. Et quand il aura terminé à lire et écrire, nous pouvons maintenant l'orienter selon les niveaux. Fonctionnant avec plusieurs difficultés, l'INAV plaide en faveur de l'intégration de ces finalistes dans les milieux professionnels. Nous avons eu les formations en tant que les personnes vivant avec handicap dans l'enseignement spécial. Nous sommes des diplômés, il y a des gens qui sont diplômés. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas engagés. On peut nous intégrer dans le milieu professionnel. Nous avons fait des études comme tout le monde. Situé dans l'enceinte du Centre de rééducation pour handicapés physiques, l'INAV reçoit également les élèves valides, histoire de procéder à l'intégration des non-voyants depuis les niveaux élémentaires. En économie, sachez que les membres de la Commission nationale OHADA sont à l'école du savoir depuis ce vendredi. Plusieurs thèmes portant sur le droit OHADA seront développés pour permettre à ceux qui l'exercent de connaître davantage ces nouvelles normes. Roger Massamba, président de la Commission OHADA, a insisté sur la fin de la période transitoire prévue pour le 12 septembre prochain. Souzi Kibira et Dadi Ouba. Sur médiatisation.
La formation au sein de la Commission nationale OHADA poursuit son bonhomme de chemin, non seulement dans la capitale congolaise, mais aussi dans les provinces. Nous avons des relais en province, mais nous avons au cœur de tout la Commission nationale OHADA qui joue un rôle très important, comme toutes les autres commissions nationales dans les différents pays de l'OHADA. Et il était donc nécessaire que nos membres de la Commission puissent se tremper aussi à la matière de l'OHADA. Roger Massamba, président de la commission, invite les commerçants à harmoniser leurs textes pour ne pas subir la rigueur de la loi. Que nous avons profité de l'occasion pour rappeler que la période transitoire pour les commerçants, personnes physiques, et pour les sociétés commerciales s'achève le 12 septembre donc, de cette année, dans quelques jours, je dirais. Et que c'est très important que ceux qui ne sont pas encore en règle courent pour le faire vers le guichet unique à Kinshasa ou vers les greffes des tribunaux de commerce ou de grandes instances en province, parce que c'est une obligation légale assortie de sanctions civiles et pénales. Les membres de la commission bénéficient de cette remise à niveau pour mieux défendre ces textes légaux aux standards internationaux au service de la République démocratique du Congo. Et en bref, le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou Sitou, a été investi ce vendredi comme président interfédéral du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, en présence d'une délégation de cadres de ce parti venus de Kinshasa. Le secrétaire général du PPRD va aussi procéder ce samedi à Matadi à l'ouverture d'un séminaire de formation idéologique pour les cadres du PPRD Bas-Congo. Et place à la lecture de journaux parus ce vendredi à Kinshasa, la revue de presse dans une sélection de Abdoul Soko. Le processus électoral, l'ONU renouvelle son soutien à la CENI, titre le journal Avenir. Le confrère note que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, Saïd Djini, a apporté les encouragements des Nations Unies au regard des défis logistiques énormes qui se présentent au processus électoral congolais. Forum des As, qui met l'accent sur les entretiens qu'a eu jeudi le nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans le Grand Lac avec les autorités congolaises, écrit Saïd Djini annonce les couleurs. Le journal poursuit, il est temps que la République démocratique du Congo retrouve la stabilité. Changeons de chapitre pour parler de la révision constitutionnelle avec Forum des As qui note la balle dans le camp de l'opposition pro-concertation nationale. Africa News de son côté s'intéresse sur l'interconnexion. Non merci, s'exclame le journal, 5 millions d'abonnés, Africell Grande. Le palmarès écrit l'arrestation de Mike Mukebai, le cardinal Mosengo Passigna n'a pas porté plainte, s'exclame-t-il. La République note pour sa part, le gouvernement riposte contre le choléra au Tanganyika. La consoeur précise que les dizaines de cas sont admis dans les centres de traitement de cette maladie, dans les zones de santé de Kalemi et Nyimba, dans le nord Katanga, avant de rassurer qu'à ce jour, aucun cas de décès n'est déploré. Restons dans ce chapitre pour parler des efforts que fournit le gouvernement congolais à la lutte contre Ebola à Boendé. Le journal Avenir écrit des épidémiologistes, psychothérapeutes et psychologues congolais à Djera. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.